Et si un simple objet du quotidien, une petite pièce de monnaie, pouvait en fait nous raconter une histoire incroyablement complexe, celle du pouvoir, de la propagande et même de la mémoire perdue de tout un empire. Voilà la question qui est au cœur de tout. Il ne faut pas voir cette pièce comme une simple monnaie d'échange, mais bien comme un outil de communication, et un outil redoutablement efficace. Pensez-y, un message direct de l'empereur qui était conçu pour être vu, compris et surtout cru, que l'on soit en Bretagne ou aux confins de la Syrie. Bon, allez, on plonge là-dedans pour voir comment ce système incroyable fonctionnait. Ok, on entre dans le vif du sujet. Pour les historiens, chaque pièce, c'est beaucoup plus qu'un simple artefact économique. Il faut vraiment se l'imaginer comme un fragment, une page miraculeusement sauvée d'un livre immense qui, lui, a presque entièrement disparu. Cette analogie, elle est vraiment essentielle. Elle nous fait comprendre que le monnayage, ce n'est pas juste une illustration de l'histoire qu'on connaît déjà. Non, c'est une source historique à part entière, un vrai discours en soi. Mais alors, pourquoi ces petits disques de métal sont-ils si précieux pour nous aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que les autres sources, notamment les textes écrits, sont incroyablement rares et pour beaucoup assez biaisés. Et là, ce qui est fascinant avec ce tableau, c'est le contraste. D'un côté, on a les textes, disons d'un Tacite ou d'un Suétone, qui sont rédigés par une toute petite élite avec leurs propres objectifs politiques, et de l'autre, des millions de pièces de monnaie, un discours officiel qui vient directement de l'empereur. C'est un changement de perspective qui est juste radical. Pour se donner une idée, on estime qu'on a perdu plus de 90% de toute la littérature latine, des centaines d'auteurs dont on ne connaît que le nom. Les monnaies, elles, nous sont parvenues en masse, et elles nous offrent une voix là où autrement il n'y aurait que du silence. Il faut donc voir la monnaie comme le principal outil de communication de masse de l'Empire. C'était un peu le panneau d'affichage portable de l'empereur, contrôlé directement depuis le centre du pouvoir à Rome. Voilà, ça, c'est la définition cruciale. Dans un monde sans imprimerie, sans Internet, sans médias de masse, la monnaie était le seul et unique support capable de diffuser une image et un message standardisé à travers l'intégralité de l'Empire. Et pour une population qui était en grande partie illettrée, les images parlaient bien plus que les mots. C'est un peu comme les vitraux dans une cathédrale. Le revers des monnaies racontait des histoires. On y célébrait une victoire militaire, on annonçait la construction d'un aqueduc, on mettait en avant les vertus de l'empereur ou ses héritiers. C'était une véritable bande dessinée du pouvoir. Et dans tout ça, il y avait un public qui était plus important que tous les autres. Celui dont dépendait la survie même de l'empereur, l'armée. Payer les légions, c'était la priorité absolue. Ça nous amène à ce que l'historien Tacite appelait les Arcana Imperii, le secret de l'Empire. Et ce secret, il est simple. Si les soldats ne sont pas contents, l'empereur ne fait pas long feu. Alors pour communiquer avec des légions basées à des milliers de kilomètres, on leur envoyait leur paix. Et avec leur paix, on leur envoyait le portrait de leur chef et un message très clair sur sa puissance. Bien, maintenant, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce qu'on déchiffre ces messages? Comment les historiens font-ils parler ces minuscules objets en métal? Chaque élément a son importance. Le portrait, ce n'est pas qu'une simple image, c'est une déclaration de légitimité. Qui est le chef? C'est moi. La légende qui l'entoure, c'est un peu son CV politique. Le revers, ce sont les nouvelles du jour. Et le métal lui-même. Ah, le métal nous raconte la santé économique de l'Empire. Prenons deux exemples pour que ce soit bien clair. Auguste et son successeur, Tibère. Leur politique monétaire est aux antipodes l'une de l'autre. Auguste, pendant son très long règne, il expérimente tout le temps une variété incroyable de monnaies, un portrait qui évolue avec son âge. Tibère, à l'inverse, va imposer une image de stabilité absolue. Très peu de types de monnaies différentes et un portrait qui, chose incroyable, ne vieillit pas d'un iota pendant 23 ans. Deux règnes, deux stratégies de com totalement différentes. L'histoire que nous raconte le métal est tout aussi parlante. Au fil des siècles, la quantité d'argent dans la principale monnaie, le denier, n'arrête pas de diminuer. C'est ce qu'on appelle la dévaluation monétaire. Ce graphique, il est spectaculaire. Il illustre cette chute de manière vertigineuse. Regardez, sous l'empereur Galien, en plein cœur de la crise du IIIe siècle, une période terrible de guerre civile et d'invasion, une pièce dite d'argent ne contient plus que 5% de métal précieux. Mais attention, la raison de cette dévaluation, ce n'est pas juste la cupidité des empereurs. C'est bien plus complexe. C'est une réponse aux pressions énormes qui pèsent sur l'Empire. Des armées toujours plus nombreuses à payer, une administration toujours plus lourde. En réduisant la teneur en argent, l'État pouvait tout simplement frapper plus de pièces avec la même quantité de métal. C'était une nécessité pour financer des dépenses devenues colossales. Et est-ce que les gens y prêtaient attention? Cette petite anecdote le prouve. Au moins dans les cercles éduqués, on regardait l'effigie sur la pièce et on associait la monnaie à la réputation, bonne ou mauvaise, de l'empereur. Le message passait bel et bien.
Alors, au final, que nous apprend tout cela sur l'Empire romain? Eh bien, ça nous révèle une structure d'une ambition et d'une complexité qui était tout simplement sans précédent pour l'époque. C'est peut-être ça, l'héritage le plus incroyable, l'invention d'un système monétaire unifié qui a fonctionné à l'échelle d'un continent pendant des siècles. C'est l'un des piliers de ce qu'on appelle la civilisation romaine. Et la preuve ultime que les Romains eux-mêmes voyaient leur monnaie comme des documents historiques, la voici. C'est un concept fascinant, le monnayage de restitution. Des empereurs comme Trajan ont fait rééditer des pièces de leurs prédécesseurs, mais en choisissant très soigneusement qui ils allaient inclure dans leur panthéon personnel. C'est un véritable acte d'historien, une façon d'écrire l'histoire avec du métal. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Les visages, les symboles, les devises sur nos propres billets et pièces de monnaie, tout ça n'est pas neutre. Ça communique des valeurs, une histoire, une identité. La question qu'on peut se poser, c'est quel récit un archéologue du futur lira-t-il dans notre portefeuille ?